through the crowd, yeah, I'm feeling so supreme. Vous réalisez encore des anesthésies générales systématiquement pour vos interventions sous arthroscopie de l'épaule? C'est une erreur. En 2025, l'AG n'a plus sa place en première intention. Je vais vous démontrer pourquoi l'ALR isolé doit devenir le standard dans la chirurgie arthroscopique de l'épaule. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi l'AG ne devrait plus être une option de première intention. On abordera les bénéfices prouvés de l'ALR isolé dans cette chirurgie et nous allons déconstruire certaines idées reçues qui freinent encore sa généralisation. Alors, pourquoi l'AG systématique est une mauvaise option? Initialement, un feeling partagé au sein de notre équipe, nous avons voulu confirmer par des données factuelles cette impression de supériorité en faveur de l'ALR isolé chez les patients opérés d'arthroscopie de l'épaule. Nous avons repris l'ensemble des arthroscopies de l'épaule réalisées entre 2022 et 2024 dans notre centre expert et comparé les patients selon qu'ils aient eu une ALR isolée ou une ALR associée à une anesthésie générale. Et les résultats sont sans appel. Tout d'abord, l'anesthésie générale en elle-même pénalise l'ensemble du parcours patient. Ainsi, on comprend aisément que l'expérience patient est bien supérieure pour ceux opérés sous ALR isolée. Les patients entrent et sortent à pied du bloc opératoire et peuvent même suivre leur intervention en direct sur l'écran du chirurgien. Le patient est garant de sa bonne installation pendant l'opération, en particulier au tout début, lorsqu'il s'installe dans la tétière, ce qui réduit le risque de lésion nerveuse par traction. Sous anesthésie générale, en revanche, beaucoup de changements. Le taux d'ambulatoire est réduit. Seulement 75%, 3/4 des patients sous AG sortent le jour même, alors que les patients sous anesthésie loco-régionale rentrent chez eux pour 96%. Au sein des patients même pris en charge en ambulatoire, le fait de recourir à l'AG retarde le retour à domicile. Le délai avant l'aptitude à la rue est de 3 heures lorsque les patients ont une AG, contre moins de 2 heures sous ALR isolé. La durée de présence en salle d'opération est augmentée. 108 minutes pour les patients sous anesthésie générale contre 85 minutes pour ceux sous ALR. Le taux de passage en salle de réveil est également augmenté. Tous les patients sous AG passent en SSPI contre seulement 42% sous ALR. Les autres bénéficient du shunt de la salle de réveil et retournent directement dans leur chambre. Pour ceux qui passent en salle de réveil, la durée de séjour est encore rallongée sous AG, 50 minutes contre seulement 22 minutes pour ceux qui ont une ALR. Les effets secondaires enfin sont accrus. Les nausées et vomissements post-opératoires touchent 12% des patients sous AG contre moins de 5% des patients sous ALR. L'autre point majeur qui nous fait récuser l'anesthésie générale systématique est l'altération de la stabilité hémodynamique et ses répercussions sur la perfusion cérébrale, a fortiori chez les patients opérés en position demi-assise. En effet, sous AG, l'hypotension péropératoire, qu'on va définir par une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mm de mercure, est bien plus fréquente, avec un odd ratio ajusté qui est monstrueux à 19. L'hypotension est également plus longue chez les patients sous AG, avec 5 minutes par rapport à seulement 0 minutes chez les patients sous ALR. L'hypotension est plus profonde, avec une diminution moyenne de la PAM de 38 mm de mercure chez les patients sous AG à seulement 20 chez les patients sous ALR. Le recours aux vasopresseurs est bien plus fréquent chez les patients sous AG, avec 5% des patients endormis qui en reçoivent, contre seulement 8% des patients sous ALR. Les besoins en remplissage enfin sont évidemment aussi augmentés chez les patients qui sont endormis, 500 ml de cristalloïdes en moyenne contre 0 pour les patients sous ALR. Ainsi, l'impact sur la perfusion cérébrale majorée en position demi-assise est importante. L'hypotension induite par l'AG peut compromettre l'oxygénation cérébrale, ce qui est un élément critique lorsque le patient est opéré endormi en demi-assis, ce qui augmente évidemment le risque d'hypoperfusion cérébrale et d'événements indésirables cérébraux. Donc ces premiers chiffres sont limpides et l'AG systématique est une pratique dont on souhaite se passer, d'autant que des alternatives efficaces sont disponibles. L'autre grand point que je voulais aborder avec vous est la déconstruction d'idées reçues et d'identification des barrières qui freinent l'abolition de l'anesthésie générale. La première idée reçue, c'est le point de vue du chirurgien qui vous dit que l'ALR isolé fait plus saigner et donc qui rend sa visualisation moins bonne. Le chirurgien, en général, refuse d'opérer sans hypotension incontrôlée, contrôlée comme vous voulez. Cette crainte est infondée et nous avons proposé une explication physiologique dans un article publié récemment. Et d'ailleurs, la pratique clinique constate l'inverse. En effet, l'anesthésie générale favorise la vasodilatation, l'hypotension avec des grandes oscillations tensionnelles
Ceci favorise directement le saignement. L'augmentation de la pression intrathoracique par la ventilation positive, plus que l'AG en elle-même, réduit le retour veineux, entraînerait une congestion veineuse en amont et principalement dans les territoires de drainage de l'épaule qui sont les territoires caves supérieurs. Ceci conduit donc à une congestion du système capillaire qui est déjà important dans les pathologies inflammatoires de l'épaule comme la coiffe des rotateurs et favorise un saignement en nappe veineux et non artériel. A contrario, l'ALR et surtout la ventilation spontanée maintiennent une pression intrathoracique négative, favorisant un meilleur drainage veineux et réduisant le saignement à pression artérielle conservée. Et donc en pratique, pour étayer notre explication, nous constatons que la difficulté opératoire n'est pas en faveur de l'anesthésie générale, puisque d'ailleurs le temps opératoire, chirurgical uniquement, constaté est plus long sous anesthésie générale que sous ALR isolé, de 61 minutes en moyenne sous AG, contre 50 minutes pour les patients identiques opérés sous ALR dans notre population comparable. Et donc ces données confirment que l'ALR isolé, même avec une pression artérielle plus élevée, n'entraîne en rien la réalisation chirurgicale de l'intervention et peut même la faciliter. La seconde idée reçue est plutôt le point de vue des confrères anesthésistes, qui expliquent que sous ALR isolé, les patients présentent des malaises vagaux ingérables. Alors ça, c'est potentiellement vrai, mais c'est contrôlable. Bien sûr qu'il y a plus de malaises vagaux sous ALR isolé, mais ils sont prévisibles, très facilement gérables. C'est bien connu, c'est la syncope de Bézol-Jarich, potentialisée par le jeûne prolongé et l'orthostatisme. Mais plusieurs mesures préventives et réactives simples existent, à commencer par l'hydratation de vos patients, l'utilisation d'anticholinergiques si besoin, et l'avantage est qu'ils n'ont pas les conséquences systémiques d'une anesthésie générale profonde. Donc cette idée reçue n'est pas valable. La troisième et dernière idée reçue, c'est qu'on ne peut pas faire une anesthésie complète de l'épaule sous ALR. Alors ça, c'est partiellement vrai, mais c'est très adaptable. L'innervation de l'épaule est complexe, c'est vrai, mais il existe des solutions pour une couverture optimale. Il y a des astuces pratiques pour améliorer la couverture sensitive, ajuster des blocs, adjoindre des infiltrations ciblées, bref, améliorer ses connaissances en ALR. Mais des techniques complémentaires, comme l'adjonction de dexaméthasone par voie intraveineuse par exemple, optimisent encore l'avantage et l'efficacité de l'anesthésie locorégionale. Pour conclure cette vidéo et emporter chez vous les messages clés, on se rappelle que l'anesthésie générale systématique pour l'arthroscopie de l'épaule n'a plus sa place en 2025. Elle allonge les temps opératoires, augmente les complications, désorganise la prise en charge et ralentit le parcours patient et sa récupération. Ainsi, l'ALR dans l'arthroscopie de l'épaule est la solution évidente, moderne et efficace.